Simon Gagnon-Adam, bienvenue au podcast. Merci Anthony. Très content de te recevoir. Moi aussi. Yes, c'est pas ton premier podcast. C'est pas mon premier rodéo. Mais... Très heureux avec toi que ce soit notre première expérience ensemble. Ben oui, puis je veux dire, on a Simon, mais on a aussi Captain America aujourd'hui. Oui, c'est très ça. cool. Puis c'est quelque chose que tu m'avais mentionné parce que pour les gens qui savent, on fait toujours une rencontre, une vraie rencontre finalement avant le podcast, pour saisir un peu l'énergie de la personne, de l'invité. Puis c'est quelque chose que tu m'avais mentionné, puis je disais, OK, mais c'est jamais vu personne faire ça dans ses rencontres avec ses clients, de se représenter en ligne de cette manière-là, puis c'est constamment. Puis je dis, ben, ça tente de porter ce outfit-là pour le podcast? Il a dit, ouais, let's go. Fait que, bref, très content de te recevoir. C'est Mathieu qui nous a mis en contact, on fait une relance, une rencontre, puis là, aujourd'hui, on fait le podcast en présentiel. Fait que oui, faire un petit lien avec la parenthèse du podcast. Ton objectif cette année, c'est de te mettre out there, right? Fait que bon, je rentre dans les 5 podcasts que tu voulais participer. Il t'en reste un, si je crois bien. Exact. T'es le 4e de mon objectif de 5, exact. C'est très cool. Puis parle-moi justement de l'expérience de discuter, de se faire interviewer dans des podcasts. Niveau entrepreneurial, mais niveau personnel, qu'est-ce que ça t'amène, toi, comme humain, finalement? Ben, premièrement, merci de l'invitation. Je suis vraiment reconnaissant qu'on puisse avoir cet échange-là ensemble. Savoir accepter. Puis, tu sais, comme si on regarde, moi, je me suis parti à mon compte il y a 6 ans. Puis, je suis, dans le fond, fait coaching, formation, conférence en ligne. Tu sais, quand j'ai commencé, tu es tout seul devant ta caméra chez vous à partager des trucs pour développer ton leadership. Tu as l'impression de parler dans le vide des fois. Donc, c'est ça qui est... Moi, j'aime justement des entrevues podcasts ou quand je fais des coachings one-on-one. Moi, j'aime interagir avec un autre être humain. J'aime, OK, on a une question. OK, parfait, ça me fait plaisir d'y répondre. Puis là, on connecte, on voit, OK, exactement. Puis on voit aussi que ça vaut la peine. OK, d'aller un petit peu plus en profondeur. Fait que moi, c'est ça que j'adore des entrevues live, en personne, entre deux humains comme ça. Là. J'adore ça. Puis, évidemment, il y a une stratégie de contenu aussi qui est intéressante à sortir de ça. Mais encore là, c'est le core de faire une entrevue en présentiel. Je trouve que c'est la connexion, la relation aussi, relation de confiance, lien professionnel, en tout cas. Fait que il y a plein de choses qui... Fait que pour les gens qui écoutent le podcast, je vous conseille fortement d'aller créer une communauté. Puis, peut-être pas nécessairement partir un podcast, mais partir un show, créer du contenu en ligne, YouTube, whatever. Je trouve que ça amène tellement une bonne conscience entrepreneuriale. Puis juste te développer toi, comment verbaliser, par exemple, pour ton pitch ou ton offre, t'es qui, toi, pourquoi j'irais travailler avec Simon, pourquoi j'irais travailler avec Anthony, mettons. Puis on va faire un lien avec ça, évidemment, dans le podcast. Fait que parle-moi de... Simon, parle-moi de toi, je te laisse le plancher un peu de ton parcours. C'est la première partie de l'entrevue. Parcours entrepreneurial, parcours professionnel, académique. Je te laisse toucher un peu à tout ça. Parfait. Ben, premièrement, moi, je suis un expert en transformation du comportement humain. Moi, j'aide des leaders et leurs équipes à faire la chose la plus difficile à faire pour des humains, changer. Mettre en place des nouvelles habitudes. Dans le monde qu'on vit aujourd'hui, le problème, c'est pas un manque d'information. Il y a plein de choses qu'on sait qu'on pourrait faire, on sait qu'on devrait faire, mais qu'on ne fait pas. Donc, le mettre en application, changer des habitudes, c'est vraiment la chose la plus difficile à faire pour l'être humain. Fait que, moi, j'accompagne des leaders d'équipe de passer de gestionnaire débordé à leader en confiance. Et aussi, les membres de leur équipe à naviguer à travers le changement. Donc, que ça soit en reprenant le contrôle de leur temps, développer une communication plus influente et comment mieux gérer leur stress et leurs émotions à travers tous les changements qui peuvent arriver. Fait que moi, il n'y a rien qui me rend plus heureux que je finis mon programme de formation. Puis quand j'arrive à la cérémonie de graduation, il y a un des participants qui me dit « Simon, ta formation, elle a changé ma vie. Puis ma femme te remercie. » Ça, là, pour moi, fou, ça vaut de l'or. Fait que, non seulement la personne individuellement, elle se sent transformée, mais en plus, les changements sont visibles et reconnus et dits de l'extérieur. Fait qu'il y a des changements concrets, évidemment, dans le workplace, dans le contexte d'affaires, mais tu as aussi des effets, ripple effect, niveau personnel, niveau familial. Oui, exactement. Relation peut-être avec ses enfants ou avec sa femme, homme, whatever. C'est le fun, ça. Moi, c'est vraiment qu'est-ce qui me rend, qu'est-ce qui fait que j'aime le plus ma job, c'est d'avoir un réel impact dans la vie d'un autre être humain. Parce que moi, ce que j'ai découvert, moi, j'ai travaillé en gestion d'équipe pendant longtemps. Puis ce que j'ai remarqué, c'est justement quand tu donnes les outils à un leader, non seulement ça a un impact positif dans la vie du leader, mais ça a aussi un effet positif chez les membres de son équipe, dans la culture de son équipe et aussi dans sa vie personnelle. Donc, tu travailles avec une personne, mais ça a un impact sur 10. Donc, c'est ça qui me fait triper de mon travail puis de partager ce genre d'outils-là qui permettent de vivre des réelles transformations. On va pouvoir deeper un petit peu plus tantôt dans l'entrevue. J'aimerais que tu me parles de comment tu as tracé ton chemin, évidemment, dans ce domaine comme en tant que coach, en tant que formateur. Puis,
avant même ça, qu'est-ce qui t'a amené vers ton lancement d'entreprise essentiellement? Premièrement, bon, je parle de leadership. Justement, j'accompagne des leaders de passer de gestionnaire débordé à leader en confiance. Mais si je partage mon parcours, la confidence que j'ai à faire, c'est à la base, je ne suis pas un leader né. Non? OK, fait que ça, c'est une bonne question. On pense qu'on l'est né ou on le devient? Moi, je suis la preuve vivante que tu peux ne pas l'être pantoute quand tu es né et tu peux le développer. Dans le fond, c'est une compétence que tu peux développer. C'est un muscle dans le fond du travail. Exact. Okay. Parce que moi, quand j'étais jeune, je n'étais même pas capable de faire un exposé oral au secondaire. Right. Ça part pas. Je figeais, je devenais tout rouge, tellement j'étais stressé, tellement je vivais de l'anxiété. Fait que par la suite, bon, j'ai fait des crises d'anxiété, fait que j'ai fait un parcours d'introspection. Et c'est là que je suis allé chercher des outils pour apprendre personnellement moi, apprendre à mieux me comprendre, apprendre à mieux comprendre qu'est-ce qui crée mon stress, les émotions que je vis, comment apprendre à sortir un petit peu de ma coquille, à être moins gêné, à parler avec des inconnus, à pouvoir bâtir des relations. J'ai étudié en génie mécanique. Et là, je suis devenu ensuite de ça gestionnaire de projet. Donc, j'ai appris à gérer des projets. Mais ensuite de ça, je suis arrivé en grande entreprise, puis je me suis fait offrir un rôle de gestionnaire d'équipe. OK. Mais j'avais appris à gérer des projets, mais jamais appris à gérer des êtres humains. Et en même temps que j'ai hérité de ma première équipe, je suis devenu père en même temps. Donc, j'apprenais à gérer des humains au travail et aussi dans ma vie personnelle. Fait que les défis qui viennent avec ça et essayer de... équilibre, travail, vie personnelle, exactement. Mais justement, un peu de ma déformation d'ingénieur, que dans le fond, ingénieur mécanique, si tu apprends à décortiquer n'importe quel système, c'est quoi tous les éléments, les maillons de la chaîne, comprendre où la problématique, l'analyser, trouver une façon de régler la problématique. Puis dans le fond, moi, j'ai appliqué ces concepts-là, la méthode scientifique, pas à la mécanique, mais à ce qui, moi, me passionne le plus, l'être humain. Comprendre les comportements humains. Et c'est ça qui m'a permis, à travers mon expérience de gestion, à gérer des êtres humains, des équipes de 20 personnes, à Québec, à Montréal, à Ottawa, avoir géré différentes personnes. Ensuite de ça, devenir directeur régional. Donc, gérer des leaders d'équipe. Et là, vraiment, la découverte fascinante que j'ai faite, c'est là quand je me suis mis à gérer des leaders d'équipe, je me suis rendu compte, oh wow, il y en a un qui vient me voir et me dit, oh my God, Simon, je ne sais plus où donner de la tête, je suis désorganisé, je suis en retard dans plein d'affaires, je me sens vraiment coupable. Je fais comme, hey, je me suis déjà senti comme ça. Essaye l'outil que moi, je suis allé chercher. Puis là, ça aide la personne. Puis une autre personne, c'est comme, oh my God. Tu comprends parce que tu l'as vécu. Exact. Je l'ai vécu et justement, mais je ne l'ai pas juste vécu et subi. Parce que chacune des fois que je vivais une problématique, pour moi, c'était important d'aller chercher l'outil, d'aller chercher de l'aide parce que j'avais mis en place ce muscle-là de l'introspection des années plus tôt. Puis j'ai toujours resté un peu dans cette philosophie-là de je vis un défi, je ne resterai pas juste à être seul, à grinder avec puis souffrir. Non, je veux trouver qu'est-ce que je peux faire. Je pense que si on prend ce conseil-là, à large, les bons entrepreneurs vont être capables d'être en mode solution. Je vais faire un parallèle aussi avec l'anxiété, les crises de panique et tout ça. J'en parle souvent dans mes podcasts. C'est une phase que j'ai vécue personnellement. Puis la première fois que j'ai vécu, je savais pas quoi faire. J'étais saisi, gelé. Là. Puis c'est arrivé d'autres phases comme ça. Mais maintenant, j'avais appris des outils. Donc, de la respiration, essayer d'écrire aussi comment je me sens et tout ça. Puis, à chaque fois que je commence à voir qu'il y a une émotion plus intense qui commence à monter, je sais quoi faire pour la redescendre, mettre relativiser. La première fois que c'est arrivé, c'est tu subis ton sort jusqu'à attendre que tu dises « Hey, ça suffit, là, je vais mettre des outils en place, je vais mettre des choses pour m'aider. » Fait que ça, de faire un parallèle comme ça, je pense que c'est important, autant personnellement que professionnellement. 100%. Donc, je trouve que c'est hyper pertinent. Là. Parce que, tu sais, des fois, disons, l'ancienne mentalité que tu es au travail, tu laisses tes émotions chez vous. Oui, tu sépares. Il y a la vie professionnelle puis la vie personnelle. Tu sais, la réalité, là, c'est on est un seul humain qui a des rôles et responsabilités différentes. Fait que si le matin, avant d'aller au travail, il a fallu que tu dépêches tes jeunes enfants embarqués dans l'auto pour aller à la garderie. Puis là, ton enfant, ça ne tentait pas de s'habiller. Puis il fait comme, non, ça me tente pas. Puis là, tu es sur le stress parce que tu vas avoir un meeting. Puis là, tu fais comme, ah oui, dans le chat! Puis là, c'est comme, oh, là, tu sens ça. Puis là, ton enfant, il pleure. Puis là, ça, il pleure. Tu l'amènes à la garderie. Puis là, tu te dis, t'es stressé. Puis là, ça, quand tu l'as droppé à la garderie, après ça, tu te sens coupable d'avoir levé le ton après ton enfant. Puis là, tu arrives dans cet état mental-là quand il faut que tu lides un meeting à 9h. Ta vie personnelle,
elle a changé. Le stress que tu as vécu, tu as les hormones de stress qui sont dans ton corps, puis ça affecte encore ton corps, tes pensées, tes émotions, tes décisions quand tu es à ton meeting à 9h. Donc, c'est ça, j'adore ça. C'est une question aussi que je pose. Est-ce réellement possible de revenir à la maison puis ne pas amener ce qu'on a vécu personnellement? J'ai jamais vu aucun couple amener des petites problématiques autant l'homme que la femme. Puis d'avoir vécu ça personnellement ce matin-là, hyper stressant. Puis encore là, tu te retrouves dans un meeting, tu es en position de leadership, tu amènes un rapport, tu as peut-être une situation difficile à aborder avec ton équipe, par exemple. Puis de base, tu t'es levé hyper stressé. Exact. Je veux dire, il faut que tu sois extrêmement puissant, il faut que tu sois un super-héros pour essayer de diviser ça. Puis, je veux dire, la grande majeure partie des gens ne seront pas capables. Fait que quand tu dis ça, qu'est-ce que tu vas amener comme solution, par exemple? Ben, parce que dans le fond, si tu essayes de diviser ça, tu l'as dit, c'est exactement ça. Tu essaies de séparer deux identités. Tu crées de la division à l'intérieur de toi. Ouais. Tu sais, fait que ça, là, ce que tu fais, c'est OK, tu prends l'émotion, puis je vais aller la mettre en dessous du tapis. Mais tu la mets en dessous du tapis, l'émotion, là, est là pour une raison. Elle veut te communiquer un message. Fait que là, ben, les émotions que tu mets en dessous du tapis, ben, ils font des bosses. Puis là, ben, tu vas t'enfarger dedans quand tu vas marcher. C'est fort. Fait que c'est pour ça que si on essaie juste de repousser, tu vas vivre du stress. Le stress, c'est quoi? Ton cerveau, il perçoit une menace dans l'environnement, il envoie de l'énergie dans ton corps pour combattre ou s'enfuir de la menace. Mais ça fait qu'il envoie de l'énergie dans ton corps. Fait que là, tu sais, il envoie un excédent d'énergie. Là. Ça fait vibrer ton corps. Là. Disons, là, la colère. Là. Mais ça, cette énergie-là, elle est en toi. Si tu fais juste dire « OK, non, j'ai pas... » Puis là, tu fais juste accumuler, puis accumuler, puis accumuler. Sure. Mais là, tu arrives à ton meeting, puis là, tu animes un meeting, puis là, il y a un membre de ton équipe qui te challenge dans l'idée que tu amènes. Mais là, toi, tu es encore on the edge. Là. Puis là, c'est comme « Gars, tu peux-tu juste me laisser faire? Là? Regarde, Fait que là, c'est ça qui va arriver. Fait que la clé, c'est justement pas de... Je fais une division, j'étouffe mes émotions, puis je ferai ça plus tard. Non. L'inverse, c'est de prendre conscience de ce qui est là, de le vivre pour le libérer. Parce que les émotions, c'est comme des vagues. Mais dans le fond, si tu essaies de contenir une vague, tu vas te faire ramasser. Versus que si tu surfes la vague, tu la vis, tu la laisses traverser, ben elle va durer moins longtemps, elle ne s'accumulera pas, puis ça fera pas que tu vas te sentir que tu te nailles à l'intérieur de tes propres sentis. Tu sais. J'aime l'exemple, justement, quand tu as verbalisé puis visualisé le papa qui faut qu'il aille porter l'enfant, puis l'enfant ne veut pas rentrer dans le char, puis là, c'est difficile, puis là, il rentre dans le trafic, whatever, qui arrive tête au bureau. La journée d'après, ça va probablement se repasser, cette situation-là. Fait que est-ce que, dans ce que tu dis, c'est de proposer à la personne, à l'entrepreneur, par le leader, tu sais, j'imagine que tu connais la philosophie stoïcisme. Donc, de voir une situation puis de réagir en neutralité, de ne pas être positif ou négatif, mais de voir ça comme un fait, puis tu contrôles un peu tes émotions par rapport à ça. Ou versus, tu te mets en place des systèmes peut-être pour t'aider, soit peut-être tu te lèves plus tôt, tu te couches plus tôt, justement, pour faire d'avance, peut-être préparer les lunchs, lever l'enfant plus tôt, whatever. Encore une fois, prendre un autre chemin, peut-être, je sais pas. C'est quoi tu vois, ces deux chemins-là, y a-t-il une préférence dans ce que je dis? C'est une combinaison de tout ça. Une combinaison, OK. Disons, mon programme de développement complet du leadership, c'est un programme de 10 semaines. Puis c'est un programme de 10 semaines. En premier, la première partie, c'est justement tous les outils de gestion de temps et priorité. Fait que les outils de gestion de temps et priorité, c'est comment tu vas mieux gérer ton temps au travail, mais aussi dans la vie personnelle. C'est quoi les habitudes que tu vas mettre en place pour te permettre de reprendre le contrôle de ton temps? Parce que dans les 4 déclencheurs de stress, un des grands déclencheurs de stress, c'est le sentiment de contrôle faible. Donc, l'impression de ne pas avoir le contrôle de son temps, c'est ça qui est le déclencheur de stress. Fait que dans le fond, c'est quoi les habitudes qu'on met en place dans notre vie professionnelle, dans notre vie personnelle, pour sentir que j'ai davantage de contrôle. Fait que c'est pour ça qu'il y a une partie d'habitude qui va aider à réduire les sources de stress récurrentes. Ça, c'est la première partie. Deuxième partie, c'est le stress. Est-ce que c'est mauvais pour la santé? Bonne question. Est-ce que tu peux avoir un bon stress? À vrai dire, le stress, c'est nécessaire à la survie et l'évolution de l'humanité. Oh, OK. Donc, le stress, ce n'est pas mauvais pour la santé. Le stress est nécessaire à la survie et l'évolution de l'humanité. Le problème, c'est pas le stress ponctuel. Ce n'est pas ça le problème. Ça, c'est notre corps, il est fait, il a été conçu pour ça. Le problème à la santé, c'est le stress chronique. Quand le bouton du stress est constamment activé. Et là, notre corps, il se suradapte à ça. Et c'est là qu'il crée anxiété et tout. Sure. Fait que dans le fond,
le stress est inévitable. OK. Les émotions, Inévitable. agréables, désagréables, inévitables. Donc, tu mets des choses en place pour réduire au maximum, au minimum, les potentielles sources de stress et d'émotions désagréables, mais c'est inévitable que tu vas avoir des situations de stress et ou des émotions désagréables. Donc, qu'est-ce que tu fais quand ça arrive? Mais qu'est-ce que tu fais quand ça arrive? Bien là, ça, c'est le deuxième module. Tous les outils d'intelligence émotionnelle, gestion du stress. Puis, tu sais, je vais donner un exemple bien concret. Tu sais, tu vis, le matin, tes enfants qui ne veulent pas embarquer dans l'auto. Déclencheur de stress. Excuse-moi, je te coupe, mais c'est intéressant parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vivent ça. De procrastiner, le cadran, il sonne 2, 3, 4 fois, 5 fois, 6 fois. Je fais un lien avec ma blonde parce que c'est ça. Là. C'est comme 15 fois, là, ça me tue. Là. Mais c'est juste drôle. Puis c'est ça, fait que là, tu passes à la gauche. Ah merde, j'ai manqué. Puis là, je suis stressé, il faut que je parte. T'oublies tes affaires, là, t'es pas préparé. Il y a personne que, je veux dire, c'est un mode de vie qui est sain, d'après moi. Là. Je veux dire, pas personne qui adore se lever, se rasser, ça pomper, puis let's go, là, d'un coup. Là, on dirait qu'il y a une transition importante de faire le matin. Exact. Moi, personnellement, il faut que j'aille une heure facilement à moi pour décompresser avant de partir. D'avoir un temps de réveil calme, c'est la chose saine à faire. Parce que voici ce qui se passe. Bon, tu te réveilles. Bon, là, tout dépendant. As-tu pris une alarme stressante? Si tu as pris une alarme stressante versus une musique douce, première dose de stress qui est envoyée, des hormones de stress qui circulent dans ton corps. Puis là, tu vas prendre ton cellulaire, as-tu tes notifications d'allumer qui te montrent tous les messages. Fait que là, tu prends ton cell, tu es comme, oh shit, j'ai reçu plein de messages. Boum, deuxième dose de stress. Oh là, je suis fatigué, OK, je retourne me coucher. OK, on snooze. Là, on se réveille, puis là, on check l'heure. Oh my God, hey, là, je vais être une autre dose de stress. Là, puis on essaie de faire le lunch rapidement. Puis là, les enfants, ils chialent un peu. Hey, là, on n'a pas le temps. OK, vite. Boum, une autre dose de stress. On essaie de s'habiller. Ah ouais, vite dans le char, une autre dose de stress. Fait que là, toutes ces doses de stress-là, les hormones de stress, ils s'accumulent. Tu as une plus haute concentration d'hormones de stress dans ton sang. Et là, c'est ça qui fait que de plus en plus... de plus en plus irrité. De plus en plus irrité et irritable. Puis dans le fond, il y a comme une courbe là, de concentration d'hormones de stress idéale. Fait que dans le fond, ce que tu veux comme rester dans l'idéal, qu'il n'y en a pas trop. Fait que tu ne veux pas avoir les doses de stress inutiles qui vont t'amener dans « OK, là, je me sens vraiment overwhelmed puis vraiment en anxiété. » Ben oui. Fait que c'est pour ça qu'on veut éliminer tous les stresseurs inutiles. Donc, c'est pour ça que au lieu de snoozer jusqu'à temps que tu dises « Oh my God, je vais être en retard », au lieu de « OK, qu'est-ce qu'on fait à matin? » Des petites habitudes de préparation qui fait que « OK, on va savoir où c'est qu'on s'en va. Ça va faire une différence. » Puis là, disons qu'il s'est passé ça. Peu importe, on s'est bien préparé. Il va en avoir des moments pareils, des matins 100%. Que les enfants ne veulent pas se lever, ils sont malades, on a un meeting super important. Ça va arriver. Là, tu as plein d'hormones de stress avant d'arriver à ton meeting. Qu'est-ce que tu vas faire? Ben, une des stratégies que je partage, entre autres, dans mon programme de formation, c'est comment tu vas libérer l'excédent d'énergie qui est envoyé dans ton corps. Ben, une des stratégies. Parce que le problème, c'est si tu choisis pas consciemment quand et comment tu vas libérer l'énergie de manière sécuritaire pour toi et pour les autres, c'est à un moment donné, quelqu'un va dire ou faire quelque chose que là, ça va faire péter la switch, que là, tu vas lever le ton sur la personne ou dire quelque chose que tu penses pas, et là, ça va blesser la relation. Fait à la place, qu'est-ce que tu peux tout simplement faire quand tu es tout seul dans ton auto? Ben, tu cries et ou tu chantes fort. Et là, ça va permettre d'envoyer le message à ton cerveau, c'est correct. J'ai dealé avec la menace, j'ai sorti l'excédent d'énergie qui était accumulé dans mon corps, et ça envoie l'information au cerveau de « OK, c'est bon, on a dealé avec la menace, on arrête de sécréter les hormones de stress. » Ça calme. Fait que là, quand tu arrives à ton meeting, t'es plus calme. Au lieu d'arriver, puis s'il y en a un qui dit quelque chose aujourd'hui, je vais lui dire ma façon de penser, tu sais. Je pense qu'il y a beaucoup de développement personnel à faire, dans le sens, il y a beaucoup de travail de soft skills personnels, comment comprendre ses émotions, littéralement. De voir comment les identifier, il y a des affaires. Pour chaque personne, il y a des triggers qui sont différents. Hein. Exact. Un stress peut être beaucoup plus important chez un autre que
que quelqu'un ou vice-versa, tu sais, moins chez un autre. Fait que de comprendre où est-ce que tes émotions peuvent swingle, tu sais, est-ce qu'il y a des choses qui peuvent t'aider aussi, des petits trucs dans ton quotidien, si tu as besoin de te mettre de côté ton cellulaire, par exemple, quand tu dors, de le mettre dans le salon, justement, quand tu n'as pas de notification, de te lever, puncher comme ça, c'est trucs, des petits trucs comme ça, tu dis, ça a l'air banal, mais on dirait que ça s'accumule. Comme le stress, ça s'accumule positivement pour toi. Parce que, tu sais, souvent, le plus grand problème, tu sais, qu'est-ce qui va vraiment nous amener dans le stress chronique et ou une forte anxiété? Le problème, c'est pas genre juste un gros stresseur. Ouais. Le plus gros problème, c'est plein de petits stresseurs qui s'accumulent. Tu sais, c'est comme, tu sais, death by 1,000 cuts, là. Tu sais, c'est comme, à force de te faire couper par une feuille de papier, rien qu'une petite coupure, c'est comme, aïe. Quand c'est constamment, c'est ça qui te rend à vif. Oui. Puis, c'est comme la petite goutte d'eau, là. Exact, comme le syndrome de la goutte d'eau. Exactement. Puis, tu sais, moi, je me rappelle, pour faire le lien avec ce que tu parles, comme, justement, apprendre à contrôler ses émotions et tout. Sure. Tu sais, quand je travaillais justement en grande entreprise, moi et mon patron, justement, on était responsable d'engager tous les niveaux hiérarchiques, tous les leaders au sein de notre organisation. Fait que, on a passé beaucoup, des dizaines et des dizaines d'entrevues pour engager des superviseurs, des directeurs régionaux. Puis un jour, on faisait toujours des débriefs après les entrevues. Puis un jour, après une entrevue, il dit « Ouais, non, ce candidat-là, je pense pas que ça serait un bon fit pour le poste parce qu'il manque d'intelligence émotionnelle. » Oh, je fais comme... OK. Quoi ça, l'intelligence émotionnelle? En 2016, là. Fait à l'époque, je comprenais. Je savais pas c'était quoi, c'était quand même il y a 10 ans. Il a entendu ça dans un podcast, peut-être. Là. Fait que là, je suis comme, c'est quoi ça, l'intelligence émotionnelle? Il dit, je n'en ai jamais parlé. J'ai appris ça dans le livre Primal Leadership de Daniel Goleman. Wow. Puis il dit ça, c'est ça le facteur le plus important pour déterminer un leader efficace qui va avoir un impact positif sur la culture d'une équipe. Je fais comme, OK, en finissant la journée, je m'en vais acheter l'audiobook de Primal Leadership, puis je me suis mis à écouter ça. Puis ça l'a vraiment complètement changé ma perception du leadership. Puis entre autres, dans ce livre-là, c'est ce qu'on apprend, le modèle de l'intelligence émotionnelle de Daniel Goleman. Il y a 4 piliers de l'intelligence émotionnelle. Le premier, c'est la conscience de soi. Conscience de soi, c'est juste, OK, présentement, c'est quoi l'émotion sous laquelle je suis l'influence présentement? Deuxième pilier, la maîtrise de soi. Okay. Fait que, disons que quelqu'un, mon enfant, il a fait quelque chose et tout. Là, la colère, disons que c'est ça l'émotion qui est en moi. Les hormones de l'émotion de la colère circulent en moi. Mais ça, là, les hormones de la colère, ils viennent dans le système limbique, ils sont générés en premier avant la pensée rationnelle. Fait que ça, ce que ça veut dire, c'est je suis sous l'influence de la colère avant même d'en être conscient. Fait que l'émotion influence mes pensées, mes décisions, mes actions. Fait que là, je pourrais être sous l'influence de la colère, puis même pas en être conscient. Mais là, la maîtrise de soi, c'est je pourrais savoir que, OK, présentement, je suis en colère, mais faible maîtrise de soi, ce serait mon pareil, dire ma façon de penser. Ouais. Ça fait du bien. Parce que ça se dit que ça se fait du bien right now dans le coup de l'émotion. Mais une meilleure maîtrise de soi, ça ferait comme, OK, présentement, je suis sous l'emprise de la colère, je suis mieux de présentement prendre des grandes respirations, tourner la langue cette fois dans ma bouche, changer de pièce, parce que sinon, ce que je vais dire ou ce que je vais faire, ça risque d'avoir un impact négatif sur ma relation. Même chose en couple. Quand tu regardes ça, puis j'ai la discussion encore une fois avec ma blonde, quand on commençait à se fréquenter, je dis, tu sais, moi, personnellement, je suis pas quelqu'un qui est agressif ou en confrontation. Puis si jamais ça se passe, personnellement, je vais prendre un temps d'arrêt, puis je vais aller dehors, puis décompresser, parce que je l'ai tellement vu dans mon entourage, puis c'est jamais beau. Exact. Quand ça pète, autant l'enfant qui voit ça, que toi, comment tu te sens après, que ta blonde, ton chum se sent après, c'est jamais plaisant. Fait que j'adore ça, puis je veux qu'on fasse un parallèle vers les conflits en milieu de travail. Ouais. Je trouve que, j'avais parlé de ça pendant un autre podcast, je trouve que nos cousins français sont plus à l'aise avec les conflits. Okay. Ils sont plus à l'aise, je ne vais pas généraliser, mais quand même plus verbomoteurs, qui vont dire, regarde, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, je trouve que ce que tu as fait, je suis pas d'accord, puis je suis pas bien, puis on va le débattre ensemble. Les Québécois, on a la misère, je trouve. On aime mieux acheter la paix, puis mettre ça en dessous du tapis, puis faire plaisir à l'autre. Plutôt que puis parler dans le dos puis se pomper nous-mêmes, tu sais, puis plutôt que d'aborder la situation, de dire regarde, t'as pas fait ta job, mais ça fonctionne pas là. Ouais. D'utiliser les bons mots, mais d'aborder le conflit avec la personne sans froisser peut-être la relation potentielle que tu peux avoir avec cette personne-là. Fait que comment on aborde un conflit finalement en milieu de travail entre un leader puis un chef d'équipe ou un employé?
C'est une très bonne question, puis ça amène aux 2 derniers piliers de l'intelligence émotionnelle. OK, parfait. Le 3e pilier, c'est la conscience sociale. La conscience sociale, c'est de prendre conscience c'est quoi l'état émotionnel de l'autre personne avec qui je parle présentement. OK. Fait que ça, c'est vraiment notre faculté d'empathie, de pouvoir écouter sans jugement l'autre personne. Ouais. Et le 4e pilier, c'est la gestion des relations. Fait que c'est dans le fond de prendre l'information de mes émotions, de l'émotion de l'autre, de gérer mes propres émotions pour s'assurer qu'on a une bonne communication, une bonne dynamique ensemble et une saine résolution des conflits. OK. Fait que, tu sais, comme tu disais, bon, culturellement, il peut y avoir des différences. Tu parlais, des cousins français. Bon, culturellement, il peut y avoir tu sais, d'être plus habitué, d'être plus à être direct, straight franc, to the point, d'aller straight to the point, puis sans trop se soucier de comment l'autre personne va le recevoir. Tu sais? Puis d'autres cultures, que ça peut être avoir tendance à, quand l'autorité dit quelque chose, on dit rien, on garde tout pour nous. C'est ça. Fait que culturellement, il peut y avoir des comportements un peu, types. ouais, Il peut y avoir des comportements types. OK. Mais tu sais, peu importe Ouais. la culture et tout, tu sais, dans un monde idéal, nous, ce qu'on veut réussir à faire, tu sais, en 2012, Google a fait le projet Aristote. Ils ont analysé 180 équipes à l'interne pour savoir c'était quoi le secret des équipes créatives et performantes. OK. Et souvent, quand je pose la question en conférence, que vous pensez que c'est quoi, les gens vont dire le leadership, la communication, la collaboration. Tout ça contribue. Mais l'élément numéro 1 qui est ressorti de cette étude-là, c'est le sentiment de sécurité psychologique. Oh boy, OK. Wow. Développe là-dessus, c'est intéressant. Hein? Fait que le sentiment de sécurité psychologique, c'est de pouvoir exprimer ses idées, ses opinions, ses inquiétudes, sans avoir peur d'être jugé, critiqué, mis de côté. ou puni, ou mis de côté. Exactement. Fait que quand tu es en mesure de créer ce sentiment de sécurité psychologique-là, c'est là qu'il peut avoir, justement, réelle collaboration, réelle ouverture pour parler de ses défis, pour aller chercher de l'aide, réelle ouverture à dire « Hey, présentement dans l'équipe, il y a ça qui ne fonctionne pas bien, on a cette problématique-là, est-ce qu'on peut la régler ensemble? L'ouverture à partager des nouvelles idées pour améliorer les choses. Mais quand on n'a pas ça, quand on n'a pas la sécurité psychologique, quand on se sent en insécurité psychologique, notre cerveau, comment il réagit? Il réagit en fight, combat, ou flight, s'enfuir. Exact. Puis ça, c'est quoi? Fight or flight? C'est notre réaction de stress. C'est ça, notre réaction de stress. Être en fight or flight. Et on pourra parler des 4 déclencheurs de stress tantôt, là. Oui. Mais tout ça pour dire que, dans le fond, la clé, c'est d'être en mesure de pouvoir avoir des conversations en sécurité psychologique. Donc, que tu sois le gestionnaire en charge d'un membre de ton équipe, souvent, les leaders, il va y avoir 2 options. Puis souvent, c'est en fonction des types de personnalités. OK. Fait que, disons, il y a des leaders qui vont être parfaitement à l'aise. Hey, moi, dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas, bang, moi te le dire, moi, j'ai aucun problème avec ça. Mais ils le disent de manière tellement directe que c'est très mal reçu de l'autre côté. Oui. Puis, tu as les autres types de personnalités qui sont plus orientées personnes, tu sais, caring, puis s'assurer que les gens sont bien. Mais eux autres, oh my God, non, je veux pas partager feedback constructif, je me sens tellement mal. Fait que là, ça va les stresser, puis là, ils vont accumuler, puis ils vont retenir ça vraiment longtemps. Puis là, maintenant, ils vont le dire, mais ils vont le dire d'une manière que ça tourne tellement autour du pot que c'est pas clair. C'est pas bien compris. Puis finalement, c'est pas bien compris, puis il n'y a pas de changement, puis finalement, ça les frustre de l'intérieur. Mais dans le fond, ce qu'on veut apprendre, c'est juste comment je vais partager le feedback constructif. Parce que la clé, dans le fond, le feedback constructif, c'est de le voir pas comme je juge l'autre, pas comme j'ai dit qu'il ne fait pas un bon travail. Le feedback constructif, c'est un cadeau. C'est un cadeau qu'on donne à l'autre. Et le cadeau qu'on donne à l'autre, c'est quoi? C'est justement la prise de conscience dans le but de pouvoir faire un changement de comportement qui va aider la personne à atteindre ses objectifs, à faire avec plus d'aisance, plus de facilité, plus de succès de résultats, ce qu'elle devrait faire. Fait que quand on est dans cette philosophie-là et qu'on sait quoi faire, quoi ne pas faire, quand on partage du feedback constructif pour se donner toutes les chances que ça soit bien reçu de l'autre côté, c'est là qu'on peut avoir des vrais échanges et que même l'employé peut partager son feedback constructif ou partager ses besoins à son gestionnaire. Et c'est là qu'on crée des équipes de feu, des équipes solides, des vraies équipes avec une culture d'équipe positive et performante. Parce qu'il se sent écouté, il se sent en sécurité, finalement, il se sent en confiance avec son leader de partager une situation
qui le froissent, par exemple, puis vice-versa, de l'aborder puis de trouver peut-être une solution ensemble. Mais je trouve que c'est bien, justement, l'étude que Google a faite avec ça. Je ne la connaissais pas, mais allez la voir, c'est important. Mm-hmm. J'aimerais qu'on saute sur les 4, justement, déclencheurs de stress que tu viens de mentionner. Ouais. Parle-moi de ça un petit peu plus. Ouais. Fait que, tu sais, justement, le secret des équipes créatives et performantes, c'est le sentiment de sécurité psychologique. Donc, qu'est-ce qui se passe? Ben, quand on n'a pas le sentiment de sécurité psychologique, ben, c'est la réaction de fight or flight. C'est ça. Et dans le fond, ben, c'est ça qui nuit à notre culture d'équipe positive et performante. C'est pour ça que nous, on veut savoir, OK, ben, c'est quoi qui déclenche la réaction de fight or flight? Tu sais, parce que si tu es un gestionnaire et tu partages du feedback à un membre de ton équipe, puis le membre de ton équipe, il se met sa défensive ou il lève le ton. Bien, souvent, les gestionnaires vont dire « Ah, il n'est pas réceptif. Non, c'est ça. Ah, il n'est pas engagé. Ah, il est démotivé. Mais moi, c'est pour ça que je les aide à prendre conscience. Non. C'est un symptôme de réaction de fight or flight. Right. Tu sais, parce que si tu lèves le ton, tu te mets sa défensive. Tu es en réaction fight. Right. Si la personne n'a dit plus rien, puis elle fait elle est en réaction flight. Dans l'évitement. Ouais. Dans l'évitement psychologique. Tu sais. Donc, tu veux une réaction qui est entre les deux, dans le fond, qui est comme en... Ben, à vrai dire, c'est tu veux éviter. Parce que dans le fond, si la personne réagit comme ça, c'est parce qu'elle s'est sentie en insécurité psychologique. Ah, c'est ça. Ouais. Fait que nous, ce qu'on veut, on veut comprendre qu'est-ce qui fait qu'une personne va se sentir en insécurité psychologique. Quand on sait c'est quoi, ben là, on peut changer nos comportements pour s'assurer qu'on ne pèse pas sur ces boutons-là. Fait que de là, les 4 déclencheurs de stress. Dans le fond, l'acronyme pour s'en rappeler, c'est SPIN. Okay. Qu'est-ce qui fait spinner notre petit hamster? C'est cool. Nice. Fait que S, c'est pour le sentiment de contrôle faible. Ça, là, sentiment de contrôle faible, entre autres, tout ce qui est en lien avec gestion du temps et les priorités, c'est souvent ça. Parce que qu'est-ce qui nous stresse? C'est pas qu'on a trop de tâches à faire. C'est pas qu'on manque de temps. Non. C'est qu'on a le sentiment d'avoir perdu le contrôle. On a le sentiment de contrôle faible. C'est ça qui déclenche notre réaction de stress. Ouais. Et la beauté là-dedans, c'est sentiment de contrôle faible et non pas... et donc, dans le fond, la clé, c'est juste de donner un sentiment de contrôle plus élevé et non pas d'avoir le contrôle absolu. Donc, elle est là, la clé pour réduire notre stress, juste de comment je fais pour me donner le sentiment d'avoir un peu plus de contrôle. Fait que c'est à ça que ça sert, entre autres, les outils de gestion de temps et priorité. Ça nous permet de reprendre le contrôle de notre temps, donc sentiment de contrôle plus élevé, donc réduire le stress. Le P, c'est pour personnalité menacée. Qu'est-ce que ça veut dire? Si je me sens critiqué, puni, rejeté, ma personnalité, mon ego se sent menacé. Donc, si je dis des choses comme par exemple, je m'attends que tu sois plus professionnel. T'en fais pas assez. Ouais. Je m'attends à plus de toi. Ouais. Ce que tu as dit là, c'est vraiment pas correct. Donc, si on fait juste faire des jugements sur la personne, et ça, souvent, c'est une problématique, c'est quand on va donner du feedback constructif, on va avoir tendance à dire des choses vagues comme ça et des jugements sur la personne. Et c'est ça qui fait que la personne, ça va activer le déclencheur de personnalité menacée. C'est pas précis, pas être professionnel. Qu'est-ce que tu veux dire, pas être professionnel? Exactement, parce que la personne, comment ça, je suis pas professionnel? Je ne suis pas professionnel. Mais c'est ça le problème. Fait que dans le fond, la clé pour partager du feedback constructif, on ne parle pas de la personne dans son tout. On parle tout le temps des comportements de la personne. Okay. Fait que quand on parle d'un comportement spécifique, on n'attaque pas la personne dans son entièreté. On parle d'un comportement, on veut l'aider à prendre conscience que ce comportement-là a des impacts négatifs. Et ce serait quoi le comportement idéal à la place? On parle des comportements au lieu de la personne. Donc ça aide à pas peser sur le bouton de personnalité menacée. Hein? Peser sur l'ego, mais sur la confiance en soi de la personne. Là. Exact. C'est d'écraser, je trouve, la personne, puis de la diminuer. Ouais. Parce que je trouve ça... Puis encore une fois, on dirait que c'est une critique en même temps qui est dans l'émotion aussi. L'agressivité, tu sais, de dire, regarde, je te considère pas comme un... Puis tu sais, souvent, c'est... C'était peut-être pas voulu, mais ça sort de même. Dans la majorité des cas, à la base, l'être humain, là, toute action humaine provient d'une intention positive.
On n'est pas... Ouais, je comprends. Fondamentalement, on n'est pas mauvais puis on ne veut pas faire des choses méchant, contre les gens. Mais souvent, le problème, c'est juste que tu ne sais pas comment donner du feedback constructif. Tu ne sais pas c'est quoi les 4 déclencheurs de stress. Tu ne sais pas comment nommer spécifiquement un comportement. Et donc, qu'est-ce que ça fait? C'est que tu vas parler dans le coup de l'émotion. Puis là, quand tu vas parler dans le coup de l'émotion, tu vas dire des généralités. Tu ne parleras pas de comportement spécifique. Et dans le fond, c'est cette incompréhension-là de la personne qui donne le feedback comme de l'autre qui le reçoit, c'est ça qui est les sources de tension, de conflit, puis que les choses ne s'améliorent pas. Et je me demande, dans ce que tu offres, est-ce qu'il y a évidemment, il y a une formation pour les leaders, parce que je trouve qu'il y a une valeur extrêmement ajoutée d'une formation pour l'employé. De comment comprendre, comment vivre, puis avoir c'est quoi la rétroaction face à je sais pas, un commentaire ou une critique, ou justement une amélioration qui peut être faite. Ouais, c'est quelque chose qui est offert en même temps ou j'imagine. À vrai dire, dans le fond, moi j'ai le programme de 10 semaines qui s'appelle la méthode Lead. Ça, je prends toute une équipe de gestion, puis c'est pour tous les gestionnaires. Cool. Mais justement, il y a plusieurs entreprises qui m'ont dit exactement ça. Comme, les 2 premiers modules de ton programme, gestion du temps, gestion du stress et des émotions, ça fit pour tous nos employés. Donc, c'est ça. Est-ce que tu pourrais nous faire cette version-là juste pour les employés? Donc, c'est pour ça que là, j'ai créé le programme gestion du temps et communication. Que ça, c'est 6 semaines, puis c'est pour n'importe quel employé. Puis ça, c'est une partie pour attaquer le problème. Je crois que beaucoup d'employés se sentent pas bien au travail, par exemple, dans leur travail. C'est le manque de valorisation. J'ai beaucoup d'amis qui me partagent ça, que justement, les boss, il y a une déconnexion, ils sont pas là, ils sont peut-être proches de la retraite, fait qu'ils investissent moins ou pas dans l'entreprise, investir dans leur employé, littéralement. Puis je trouve ça triste. Puis c'est pas pour rien que tu as un taux de roulement élevé, là, dans le sens, puis notre génération, je pense qu'on est bon pour dire, regarde, il y a quelque chose qui me gosse, je veux pas attendre 3, 4, 5 mois. Là. On va quitter, soit je vais me partir à mon compte, soit je vais aller trouver une autre opportunité ailleurs. Ça me dérange pas, je vais peut-être descendre mon revenu pour aller chercher un employeur qui me valorise plus. 100%. Mais tu sais, ça, l'essence même, je crois, c'est encore une fois de se faire valoriser. Qu'est-ce qu'on peut faire comme employeur pour... Puis, tu sais, tout de suite après, là, je vais finir les 2 derniers déclencheurs du speed, puis après ça, on va parler justement des 4 motivateurs de l'être humain qui vont répondre exactement à ça. Excellent. Puis, tu sais, juste pour finir sur le stress avant, parce que dans le fond, les 4 déclencheurs de stress, c'est comme, tu sais, si on va parler de motivation, motivation, c'est quoi? C'est comme, OK, je suis motivé, je vais aller courir. OK? Je suis motivé, j'ai un excédent d'énergie, je vais aller courir. J'ai un boost, là. Mais le problème, c'est si tu as des déclencheurs de stress, tes déclencheurs de stress, c'est des roches que tu as dans tes souliers. Fait que tu as bien beau injecter la motivation la plus haute, puis inciter tes gens à courir. Si les gens courent avec des roches dans leurs souliers, ça va aller mal. Ils vont se blesser. Puis à un moment donné, mais ils seront juste physiquement plus capables de courir. Fait que c'est pour ça que c'est important en premier de comprendre c'est quoi les déclencheurs de stress. C'est sûr qu'on règle, on élimine au maximum les stresseurs. Puis une fois qu'on a couvert ça, on a enlevé les roches dans nos souliers, ensuite de ça, on peut, en parallèle, injecter de la motivation pour donner le goût aux gens de courir. J'ai l'impression que pour être autant un leader qu'un employé, là, même pour être un humain qui est performant, disons, au travail, qui adore ce qu'il fait, faut avant même qu'on aborde des solutions au niveau workplace, solutions au niveau personnel, mais disons que tu es en formation, mais à quel point tu peux toucher le côté personnel de l'employé, quel genre d'ouverture que cette personne peut avoir. Est-ce que tu as des traumas justement, qui viennent ressortir là-dedans, qui viennent affecter ta performance au travail ou ta vision peut-être du travail? Des lacunes du genre, ta relation de couple, comment ça se passe? À quel point on peut aborder ces sujets-là? D'après moi, c'est primordial là, pour être un bon humain puis être efficace puis avoir une ouverture aussi émotionnelle sur les autres. Comment on aborde ça? Parce que je trouve ça rapport de là. C'est pour ça que de comprendre nos réactions face au stress, de comprendre nos émotions qui sont là et s'aider à qu'est-ce que je peux faire pour réduire stresseur et ou émotions désagréables. Puis 2, quand je suis là sur le coup de qu'est-ce que là je peux faire à ce moment-là. Ça, c'est vraiment un peu 2 des grands leviers. Fait que ça, on peut parler ça pour s'outiller à qu'est-ce que je peux faire avant, qu'est-ce que je peux faire pendant. Ensuite de ça, la source de profonde. Y a-tu des traumas, y a-tu des choses de l'enfance? Moi, dans mes programmes, je partage des outils qui permettent à la personne justement de pouvoir faire une introspection là-dessus, 100%. De pouvoir avoir des prises de conscience là-dessus pour
qu'elle puisse avoir des prises de conscience puis qu'elle puisse aller chercher une aide plus spécifique s'il y a vraiment des traumas à travailler. Moi, je ne suis pas un spécialiste des traumas, 100%. Mais je peux juste aider la personne à conscientiser et, si c'est ça, c'est quel genre d'aide tu peux aller chercher complémentaire à ce qu'on est en train de faire là. C'est leur faire comprendre que moi, personnellement, j'ai vécu ça. Fait que clairement, je réalise qu'il y a quelque chose. Ça me freine vers avoir une motivation intrinsèque vers mon travail, par exemple. Ah, OK, parfait, mais là, je vais aller voir peut-être un thérapeute, un psychologue, justement pour m'aider dans ce processus-là, un professionnel. Mais je trouve que c'est important, de le reconnaître et de dire qu'il y a un lien vers ma démotivation, peut-être. Le dire je me lève toujours tard, mes week-ends, je fais rien, je reste chez nous, parce que ça me tente pas de sortir. Puis je fais souvent le lien sur prendre du temps personnel et non toujours prendre, mettons, on associe prendre du temps personnel avec le temps familial, mettons. Mais du temps tout seul, vraiment faire des activités seul, que ce soit aller t'entraîner X nombre de fois par semaine, puis de respecter ça parce que tu as besoin de ça pour te réguler, mettons, sortir les méchants ou whatever, te sentir bien. C'est à ne pas négliger. Sincèrement, c'est non négligeable d'après moi. Là. 100%. Puis tu sais, que ce soit t'entraîner, que ce soit des gens, c'est juste ça. Je veux lire des livres. Ouais, ben voilà, c'est bon 15 exemple. Minutes pour lire le soir. Sure. Juste prendre des pauses durant la journée. Il y a des gens qui se permettent pas de prendre des pauses parce qu'ils sont dans les croyances que quand je prends une pause, je fais rien. Fait qu'on travaille aussi les croyances limitantes qui sont à la source de pensée et d'émotions. Fait que on aide à comprendre ça. Puis dans ce processus-là, là, si les personnes voient comme OK, j'utilise ces outils-là, mais pareil, il y a quelque chose d'encore fort, c'est là que je peux aller chercher de l'aide complémentaire. Puis moi, j'ouvre cette porte-là parce que justement, je commence mon parcours puis tout ce que je partage en disant moi, à 18 ans, j'ai eu mon premier rendez-vous chez le psychologue, puis c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, je peux partager ces outils-là avec vous. Fait que c'est un peu, je démocratise. Justement, le fait et déstigmatise le fait d'aller chercher de l'aide. Parce que c'est comme on vit tous et toutes des défis. Puis à travers les changements, souvent, qu'est-ce qui est difficile dans notre monde moderne, qui change beaucoup, la technologie, l'accélération des changements. Tellement. Ça amène à notre troisième déclencheur de stress. Dans le SPIN, S pour sentiment de contrôle faible, P pour personnalité menacée, I, c'est pour imprévisibilité. Oui, c'est ça. Fait que souvent, il y a des changements, ça change vite. Fait que là, on va avoir tendance à OK, à partir de cette semaine, voici la nouvelle procédure, voici le nouvel outil que vous avez utilisé. OK. Fait que là, imprévisibilité, changement de dernière minute, boum, ça déclenche le déclencheur de stress. Puis le N, c'est pour nouveauté. Donc, dès qu'on fait quelque chose de nouveau, c'est aussi un déclencheur de stress. Fait que quand on comprend bien que ces 4 déclencheurs de stress-là, nous, en tant que leader, on peut, faire attention à comment on va communiquer les choses, comment on va planifier les choses pour s'assurer qu'on ne rajoute pas du stress inutile. Sure. Et jusqu'à nous, on est un employé, un membre de l'équipe qui navigue à travers le changement. Mais quand on subit le stress, au lieu d'être dans la réaction fight or flight, c'est la faute de mon boss, c'est à cause de ci. C'est la faute de la société. C'est plus de prendre conscience. OK, là, présentement, je suis juste sous réaction de stress parce que là, je fais quelque chose de nouveau, puis c'est ça qui déclenche mon stress. Donc, OK, qu'est-ce que je peux faire? OK, je peux aller demander de l'aide. OK, je peux aller demander du support. OK, je peux dire que ça me stresse. OK, je peux dire que si on me met trop de présentement, c'est un petit peu too much pour moi. Donc, c'est là que quand on comprend mieux nos réactions, on peut mieux partager nos besoins avec notre boss, nos collègues et ou dans notre vie personnelle aussi. Oui. Puis si on parle, mettons, du leader maintenant, c'est évidemment, si tu leads une équipe de 10 personnes, par exemple, puis tu fais une rencontre hebdomadaire, tu arrives au bureau, faut vraiment que tu sois, évidemment, un leader qui est entraînant, positif, que tu as le goût de travailler avec lui. C'est comme, c'est une vague de réconfort, de plaisir, de travail, de motivation qui vient avec. Fait que tu peux quasiment pas te permettre d'être un petit peu plus neutre une journée, d'être un petit peu plus maussade. Parce que ton équipe va un petit peu refléter ça. Je ne sais pas à quel point c'est un lien direct, mais j'ai l'impression que c'est ça. Le leader a beaucoup de pression sur ses épaules pour aller percevoir puis leader positivement son équipe du moins. Là. Oui, puis tu as raison que beaucoup de leaders, on va se mettre cette pression sur les épaules. Souvent, le leader va se mettre la pression que faut que je sois fort, faut que je montre que je sois fort. Puis je ne montre pas aux membres de mon équipe que je suis stressé.
Mais la triste réalité, c'est que le stress, ça se ressent, ça se perçoit, ça se voit dans le langage non-verbal. On parlait du non-verbal tantôt. Ça se voit dans les signaux non-verbals. Donc, l'équipe le ressent et le stress est contagieux. Donc, c'est pour ça que d'apprendre à bien prendre conscience et gérer ses émotions, son stress, ben, c'est la première partie importante à faire pour que quand on show up devant notre équipe, ben, on est régulé et donc on va aider les membres de l'équipe à se réguler à travers les défis. Fait que ça, c'est la première des choses. Puis la deuxième des choses, le leader d'équipe n'a pas à être absolument fort 100% du temps, montrer absolument aucune vulnérabilité. Puis, ça, c'est je vais dire, une fausse croyance. Là, Brené Brown, elle a écrit un livre incroyable, Dare to Lead. Elle a fait un TED Talk incroyable qui parle justement du pouvoir de la vulnérabilité. Puis dans le fond, le pouvoir de la vulnérabilité, c'est quoi? Tu sais, des fois, tu peux arriver à travers... Tu as des gros changements qui se passent au sein de ton organisation, puis c'est difficile. C'est difficile pour les membres de l'équipe, c'est difficile pour le leader. Le leader, sa responsabilité à travers le changement, même quand c'est difficile, sa responsabilité... c'est d'être en mesure de pouvoir guider les membres de l'équipe. Tu sais, à travers la tempête, là, la méga tempête, là, le leader, sa responsabilité, c'est d'être en mesure de pouvoir être le phare, dire où la lumière qu'il faut suivre, puis vers là qu'on s'en va, puis inspirer confiance, puis aider les gens à, même s'il y a du gros brouillard, puis tu vois pas vraiment, ben juste aider les gens à faire le prochain pas en avant dans la bonne direction. Mais le leader, qui mène la barque, le bateau à travers cette tempête-là, ben des fois, ça se peut qu'il trouve ça difficile. Puis c'est pour ça que à des moments stratégiques, bien choisis, ça peut se faire dans un meeting de juste dire tout le monde, je le sais que présentement, le challenge qu'on est en train de traverser, là, je le sais que c'est difficile. Je sais que c'est difficile pour vous. Puis je vais être honnête avec vous, c'est aussi difficile pour moi. Et là, la clé de la vulnérabilité, OK? La clé de la vulnérabilité, c'est pas de partager ça quand nous-mêmes, on n'est pas régulé. Tu sais, je vais vous montrer la différence, là. Comme je dis, moi aussi, c'est vraiment difficile pour moi, puis je suis plus capable, je sais pas qu'est-ce qu'on va faire. Parce que si le leader n'est pas régulé, ça instable. Ça amène de l'instabilité, le sentiment de contrôle. Fait, oh my God, mon leader, il sait même pas où c'est qu'on s'en va. Puis c'est comme, puis lui-même, il a de la out of control. C'est comme, oh my God, on est dans la merde. Fait, c'est pour ça qu'on va choisir quand on partage nos moments de vulnérabilité et on va les faire d'une manière stratégique et contrôlée. Dans le sens que si là, je viens de recevoir une grosse nouvelle, je suis sur le coup de l'émotion et tout, ben, je vais m'assurer de me réguler avant. OK, je vais peut-être m'assurer de faire un plan, où c'est qu'on s'en va et tout. Puis là, ben, peut-être que quand je vais me sentir régulé, quand je vais avoir quand même un plan, là, je vais partager à l'équipe. OK, c'est difficile pour tout le monde. C'est aussi difficile pour moi. Puis des fois, la réponse, c'est, guys, ben, à travers ça, on a un plan. Et on va y aller une étape à la fois. Je vais être là pour vous autres et tout. L'être humain, là, besoin fondamental de se sentir écouté, entendu, compris et soutenu. Puis ce que tu viens de mentionner, je trouve ça cool parce que, tu sais, si un leader n'a pas ce lien, mettons cette confiance-là de partager sa vulnérabilité, ben, l'employé, c'est difficile justement de faire confiance, tu sais, de dire « Hey, finalement, c'est un humain comme moi. » Tu sais, de relate, wow, il est capable de partager ça, j'ai vécu ça moi aussi, tu sais, c'est comme... Puis ça peut juste renchérir la valeur ajoutée de dire, regarde, moi, je veux travailler pour lui parce que ça... Mon Dieu, il est humain puis il me comprend, tu sais. Puis même le double effet, OK, c'est quand le leader, il se permet pas d'être vulnérable, le leader montre l'exemple. Donc, si moi, jamais je montre que j'ai des faiblesses, jamais je montre que j'ai des défis. Donc, c'est ça l'exemple que j'envoie aux membres de mon équipe. Donc, après ça, si tu leur demandes à eux d'être vulnérables, pourquoi ils s'ouvriraient à toi? Donc, c'est pour ça que vraiment, c'est vraiment une fausse croyance. Puis quand on l'a vécu, de ces moments-là, de partager sa vulnérabilité, ce que ça fait exactement ça. C'est comme, les membres de l'équipe vont faire comme, oh my God, OK, c'est un être humain comme moi. Et là, eux, ça va leur ouvrir la porte et ça va leur permettre de, OK, ben moi aussi, je vais aller me confier à lui.
T'sais, lui, il a osé se confier à moi. Moi aussi, je vais aller m'oser me confier à lui. Et c'est là qu'on voit le plus beau de l'humanité. Vraiment, l'entraide, c'est quand on se permet d'être vulnérable l'un l'autre. Puis des fois, tu es à travers d'un gros changement. Peu importe, il peut y avoir des changements organisationnels. Le leader va dire, je sais que c'est difficile. C'est aussi difficile pour moi. Exact. Puis je le sais que présentement, vous vivez de l'insécurité parce qu'on ne sait pas exactement où c'est que ça s'en va. Puis je vais être honnête avec vous, là. Ben, je ne les ai pas encore toutes les réponses. Parce qu'elles vont se décider au courant des prochaines semaines. Mais la chose que je peux vous dire, c'est dès que j'ai des nouvelles informations, dès que je vais vous le dire. Mais on va y aller une journée à la fois. Yep. Fait que, tu sais, on va être transparent puis on va être honnête dans qu'est-ce qui est là. Mais les gens ont besoin de se faire rassurer et sécuriser. Puis même quand la réponse, c'est ben, présentement, il n'y en a pas de réponse exacte. Au moins, au moins, c'est dit et c'est clair. Puis de juste dire, ben, quand je vais avoir plus d'infos, je vais vous le dire. Tu sais, des fois, quand il y a des gros changements, ben, pour rassurer les gens, on peut faire des touch points plus fréquents. Et voilà. Fait que, ben, tu sais, on fait d'habitude des meetings une fois ou 2 semaines. Ben là, peut-être qu'on va faire les meetings une fois par semaine. Peut-être qu'on va faire 2 meetings par semaine. Juste pour laisser cet espace-là. Ben, OK, ben voici à date, qu'est-ce qui se passe? Comment vous vous sentez? Fait que là, il y a ça en équipe, mais à travers le changement, à travers des déclencheurs de stress, comme tu l'as très bien dit tantôt, tu sais, une même situation, tu sais, une situation X, ça ne va pas générer la même réponse chez des gens différents. Fait qu'une situation qui est stressante pour toi, ben peut-être que pour moi, elle ne serait pas stressante, puis une autre situation qui serait stressante pour moi ne serait pas stressante pour toi. Fait que c'est pour ça que avec nos équipes, ben, on veut travailler sur les 2 niveaux. Oui, je vais parler à l'équipe, mais c'est important aussi de connecter avec chacun des individus. OK, toi, Anthony, comment tu te sens à travers ça? Ah, sérieusement, tu sais, ouais, OK, un peu, mais moi, sérieusement, je suis à l'aise là-dedans, puis je focus, puis OK, c'est bon, cool. Mais gars, s'il y a quoi que ce soit, tu m'en parleras. Tu parles à l'autre personne à côté. Encore une fois, one-on-one, confidentiel et tout. Mais l'autre personne a dit, hey, moi, là, ça me stresse vraiment, puis gars, j'ai de la misère à me contrôler, puis c'est plus difficile pour moi de faire mes tâches présentement. OK, bon, mais toi, tu as besoin de plus d'attention, tu as besoin de plus de support. Ben, je vais t'offrir ce support-là additionnel que tu as besoin pour t'aider à te rassurer, pour t'offrir le support que tu as besoin. Donc, je vais m'adapter aux besoins spécifiques de chacun des membres de l'équipe. Tu sais, je vais t'amener une situation que j'avais entendue. Je n'aimerais pas de nom puis d'entreprise, là, mais bref. Le gestionnaire numéro 1 me dit, parle à son boss, puis il dit, écoute, ça marche pas, j'ai besoin d'aide, dans le sens, je fais des journées de fou, ça fonctionne pas, j'ai plus de temps pour moi, puis je le vois que ma santé mentale est affectée, mais je sais exactement ce que j'ai de besoin pour me rendre au niveau de performance qu'on veut aller chercher, mettons. Puis le supérieur a dit, ben écoute, tu te mets trop de pression. Tu te mets trop de pression, c'est à toi de gérer ça, prends ça plus relax, mettons. Tu prends trop ça à cœur. Mais si t'es quelqu'un qui adore ce qu'il fait, là, tu peux pas faire moins que ce que toi, tu sais, que de couper les coins ronds parce que tu adores ce que tu fais, puis ton produit ou ton service que tu vas amener à l'entreprise, ça te tient à cœur. C'est important. Fait que de le faire recevoir ça comme commentaire, je suis comme, mais quelle déconnexion qu'on a. Là, moi, je trouve ça triste. Oui. Et fait que ça, c'est un exemple, un petit peu comme on parlait un petit peu plus tôt de feedback vague. Et bien, c'est ça. Parce que c'est vraiment ça. Parce que dans le fond, encore une fois, l'être humain, il y a le besoin fondamental, le besoin vital de se sentir écouté, entendu, compris et soutenu. Que la personne, à ce moment-là, ben, ce qu'elle a besoin, quand elle partage ça, elle a besoin de se sentir écouté, entendu, compris. OK, tu te sens comme ça. OK, pourquoi tu te sens comme ça? Puis vraiment, d'écouter sans jugement. Parce que on écoute ça, puis de juste dire à la personne, mais on tu prends trop ça à cœur, là, calm down. La personne, elle se sent jugée à travers ça et non comprise. Fait que là, ensuite de ça, c'est OK, on va juste offrir un petit peu plus d'espace à écouter l'autre, vraiment essayer de comprendre comment il se sent. OK, puis là, une fois que l'autre personne se sent comprise, OK, là, mais je comprends mieux, tu sais, comment tu te sens, pourquoi, comment tu prends ça à cœur. Je te dirais pas, tu prends trop ça à cœur, puis comme si c'était quelque chose de négatif. Je veux que tu prennes les choses à cœur. Ben oui, c'est important, ben oui. Mais là, maintenant, c'est OK, une fois qu'on a compris ça, puis là, tu t'es exprimé, tu t'es senti écouté. OK, là, maintenant, OK, mais là, qu'est-ce qu'on peut faire pour réduire ton stress, pour réduire ton stress? Concrètement, quel comportement on pourrait changer? Concrètement, ben, peut-être revoir les priorités. Regarde, celui-là, là,
il est moins prioritaire. Focus sur ces 3 projets-là, puis le 4e, il peut attendre. Au lieu de dire l'affaire vague, prends ça moins à cœur. Non. Concrètement, spécifiquement, revoir les priorités, revoir à quel point je vais en détail dans quelque chose. Ben, c'est ça. Fait que c'est ça que les membres de l'équipe ont besoin de. Spécifiquement, aide-moi là, à mieux prioriser. Exactement. À mieux prioriser pour savoir sur quoi je mets du focus. Puis c'est quoi que je peux laisser à plus tard ou à plus loin, ou que c'est des détails pas importants. C'est ça, c'est exactement ce que tu dis. Dans cette situation-là, le gestionnaire se devait de un peu micromanager, puis être tout le temps sur le plancher, puis faire certaines choses en même temps. Et donc, il y avait certaines tâches de gestionnaire qui n'étaient pas faites ou qui étaient faites en retard, puis lui, ça amenait beaucoup de stress, évidemment. Fait que, mais d'avoir une ouverture comme ça, un patron, c'est quasiment primordial. Puis, si tu n'as pas encore, on va revenir à la vulnérabilité, je trouve ça intéressant. Si encore ton leader offre pas ou présente pas de vulnérabilité, clairement, ça démontre une aura de perfection, donc de performance élevée. Tu veux pas te déplaire jusqu'au moment que t'es plus capable. T'es plus capable. Puis là, attends, épuisement de travail, arrêt de travail, arrêt de maladie. Qu'est-ce qui se passe? La personne démissionne, puis on comprend pas pourquoi. Mes key players. Fait que là, qu'est-ce qui est arrivé? Genre, les gens, ils sont démotivés, ils n'aiment plus ce qu'ils font. Attends, il y a des choses en amont qui... Tu sais, il y a des causes de situations qui se sont passées pour te rendre là. C'est plein de petites situations chroniques comme ça. Mais encore une fois, le leader dans cette situation-là, je suis convaincu qu'il avait juste des bonnes intentions. Il voulait aider le membre de l'équipe en disant, mais voyons, mais t'as pas autant de pression. Il voulait aider, mais c'est juste que, je te crois, concrètement, il ne savait pas comment l'aider. Il ne savait pas c'était quoi vraiment le besoin fondamental humain qui se cachait derrière cette demande-là. Il ne savait pas comment le supporter. Fait que le problème, c'est pas que c'est un mauvais gestionnaire. C'est pas qu'il y a des mauvaises intentions. C'est pas qu'il est trop dans mais c'est juste le fait qu'il ne sait pas comment dealer avec ce genre de situation-là, qui n'a jamais appris comment le faire, c'est ça qui fait que la personne de l'autre côté ne se sent pas écoutée, ne se sent pas comprise, reste pognée avec son stress, et ce stress-là devient chronique, qui peut amener jusqu'à épuisement et ou changer de job parce qu'il se dit « OK, ailleurs, ça va être mieux ». Mais souvent, le problème, c'est pas ailleurs que c'est mieux, parce que des fois, c'est des outils qu'on n'a pas personnellement développés et ou qu'on a besoin de quelqu'un qui nous aide à travers tout ça. J'aimerais qu'on fasse une petite mise en situation. Disons que demain matin, je me lance une entreprise, je m'incorpore, j'ai 2 gestionnaires, j'ai une dizaine d'employés. Qu'est-ce que je devrais mettre en place pour que ces employés-là se sentent, encore une fois, valorisés, mais qu'ils restent dans l'écosystème, qu'ils grandissent dans l'entreprise? Qu'est-ce que je devrais faire en amont pour qu'ils se sentent comme, tu sais, puis tu sais, la phrase « on est une grande famille », mais tu sais, je trouve que c'est beau comme phrase, mais c'est mal appliqué, ou c'est pas appliqué. Fait que comment on fait ressentir ce sentiment-là, puis finalement, l'équipe reste, puis grandisse avec l'entreprise? Je trouve que c'est une question parfaite pour parler de nos 4 motivateurs. Allons-y. Fait que les 4 motivateurs, moi, justement, j'ai été en charge d'équipe de vente pendant très longtemps. Puis, tu penses, OK, c'est quoi le top motivateur de l'être humain, spécifiquement pour des équipes de vente? On pourrait penser que c'est quoi? C'est l'argent. Moi, je pensais ça pendant très longtemps, comme la majorité des gens, jusqu'à ce que tu as accès à des gros budgets d'incitatifs. Tu peux donner beaucoup d'argent, puis des fois, les gens, ça ne change rien dans leur comportement. Non, OK. Puis un jour, c'est comme, une semaine, tu peux offrir des super gros bonus que le monde peut gagner des milliers de dollars, zéro impact sur les résultats. Puis, une autre semaine, tu fais un incitatif que les gens, ils battent un record ever du département. C'est quoi qu'ils pouvaient gagner? Une chemise à 35$. OK. Donc, tout ça pour dire que ce genre d'expérience-là m'a amené comme, OK, là, moi, je pensais que l'argent, c'était le plus grand motivateur, mais clairement, l'expérience sur le terrain ne me démontre pas ça. Fait que je suis tombé sur un TED Talk. OK. Incroyable de Dan Pink qui s'appelle La surprenante science de la motivation. Et dans ce TED Talk-là, justement, il parle justement que l'argent, c'est pas l'ultime motivateur. À vrai dire, les top 3 motivateurs de l'être humain, c'est autonomie, maîtrise et contribution. Et Dan Pink, dans le fond, il se basait un peu sur la théorie de l'autodétermination. Puis, dans le fond, la théorie de l'autodétermination, c'est autonomie, compétence et appartenance. Fait que, bref, l'appartenance, Dan Pink, il l'appelait contribution. Fait que c'est pour ça que je te dis, disons qu'on prend les top 4 motivateurs, là,
autonomie. Autonomie, c'est quoi? C'est l'être humain aime sentir qu'il peut choisir ses objectifs. Sure. Ou du moins choisir comment il va les atteindre. Fait que l'autonomie, motivateur numéro 1. Puis dans le fond, ben, c'est quoi l'inverse de l'autonomie? Le contrôle subordonné. Et la dépendance, c'est où le micromanagement? Voilà. C'est pour ça que ça, c'est des puissants démotivateurs. Mm-hmm. Deuxième motivateur, la maîtrise. C'est l'être humain aime se sentir compétent, qu'il progresse, qu'il se sent maître de ce qu'il fait au quotidien. Oui. C'est quoi l'inverse de la maîtrise? J'ai pas le terme, là, mais je comprends le concept. Là. Se sentir incompétent. OK, ben, clairement, Ou se sentir qu'on stagne, que c'est le statu quo, qu'on n'apprend rien. Ouais. Ensuite de ça, ben, troisième, l'appartenance. Ben, on va faire contribution, parce qu'appartenance, c'est comme le punch pour ta question. Mais contribution, l'être humain aime savoir que ce qu'il fait, ben, ça contribue à quelque chose de plus grand que soi. OK. À l'équipe, à la compagnie, à sa famille, à la communauté. C'est quoi l'inverse de la contribution? Ne pas contribuer, mais ne pas avoir d'impact, ne pas pouvoir redonner. Ce que je fais, c'est pas important, ça sert à rien, ça fait pas de sens. Il n'y a pas de sens à ce que je fais. Okay. Exact. Ouais. Et le quatrième, qui est un peu la contribution, c'est comme une partie plus spécifique de ce troisième-là, qui est l'appartenance. L'appartenance, c'est l'être humain veut sentir qu'il appartient à un groupe qui est accepté, qui est compris, clairement, qui est soutenu par le groupe. C'est quoi l'inverse de l'appartenance? Solitude, être dans le coin. La solitude, se sentir rejeté. Ouais. Donc, dans le fond, ben, toute action qu'on va prendre qui va toucher un ou l'autre de ces 4 motivateurs-là, chacune des actions dans ce sens-là, on sait que ça va motiver la majorité des gens parce que c'est les top 4 motivateurs de l'être humain. Right. Donc, dès que tu peux... OK, tu vas, disons, donner des objectifs aux membres de ton équipe. OK, mais tu leur laisses une certaine autonomie à comment ils peuvent l'atteindre. Maîtrise, ben, tu donnes de la formation aux membres de ton équipe. Parce que plus ils vont développer leurs compétences, plus ils vont se sentir maîtres de ce qu'ils font. Ouais. Parce que si tu n'as pas d'autonomie, tu sens que tu as le contrôle faible. Donc, ça déclenche le stress. Si tu te sens incompétent, personnalité menacée, fait que ça déclenche le stress. Appartenance, fait que toute action que tu fais pour créer, cultiver un climat de travail positif, que les gens se sentent comme une famille, encourager la vulnérabilité, encourager de demander de l'aide, bien, tout ça, c'est ça qui crée le sentiment d'appartenance qui va être le motivateur. Puis contribution, ben, dès que tu vas reconnaître, tu sais, qu'est-ce qui est fait, dire aux gens que leur travail est important, comment ça contribue au succès, donner de la reconnaissance publiquement devant l'équipe ou individuellement à la personne, bien, c'est ça qui fait sentir que la personne, OK, wow, je contribue au succès de l'équipe. Ça, je pense que c'est une des variables très importantes, encore une fois, dans notre génération Gen Z, milléniale, c'est je travaille dans une entreprise, mais pourquoi l'entreprise existe? C'est quoi la vision? Puis c'est quoi l'impact que j'ai sur la société? Fait que de plus en plus de gens, regarde, c'est socialement ou peut-être environnementalement, avec notre produit, notre extra, qu'est-ce qu'on fait concrètement, right? S'il n'y en a pas ou que c'est pas clair, ben je vais être difficilement motivable. Puis il y a l'aspect de l'argent qui peut être à court terme intéressant, jusqu'à un point que tu dis je vis bien, j'ai mon revenu, j'ai mes dépenses, puis bon, un surplus d'argent, est-ce que ça va m'amener un bonheur incroyable de dire je vais m'affirmer au travail? Pas nécessairement. Ben, tu dis que les statistiques le prouvent, c'est pas vrai. Il y a des études qui ont été faites qui avaient démontré que, à l'époque, là, c'était il y a peut-être 10 ans, cette étude-là, là, mais ça disait le salaire familial jusqu'à lequel l'indice de bonheur. Oui, mettons. Au Québec, ça, ou au Canada? Ou je ne me rappelle pas exactement où, là, en Amérique du Nord. Je pense que ça disait en Amérique du Nord. OK, mais c'était salaire familial de combien? 120 000, c'est ça? 70 000. Familial, 70 000? Oui, c'était 70 000. Au-dessus de 70 000, le extra argent n'avait pas d'impact sur le facteur de bonheur. Puis dans le fond, ce que ça relatait, entre autres, dans cette étude-là, c'est que l'argent va contribuer à ton bonheur juste dans la partie pour s'assurer que ça comble tes besoins de survie. Au-delà de ça, ben, quand tu gagnes plus d'argent, qu'est-ce qui se passe réellement? C'est juste que tu t'achètes des choses plus chères, puis tu te crées des besoins plus chers, puis tu apprécies moins les choses qui valent moins cher. Fait que c'est pour ça qu'au-delà d'un certain seuil, dès que tu as comblé tes besoins de base, plus d'argent n'égale pas plus de bonheur. Non.
Donc, c'est pour ça que c'est les autres choses qui vont faire le réel bonheur, ben, c'est l'autonomie, la maîtrise, l'appartenance, la contribution. Dans le sens, moi, je préfère faire moins d'argent, mais avoir 100% de contrôle de mon temps, par exemple, plutôt qu'être esclave de mon boss ou esclave de mes clients. Autonomie. Right? Ton motivateur, c'est l'autonomie. Mais si quelqu'un valorise des acquis, des biens matériels, comment se faire percevoir par la société, des beaux vêtements, une belle voiture, une belle cabane, voyager. Voyager, c'est cool, là, mais tu sais, des acquis matériels surtout, ben, on va tomber dans le rat race souvent, là, tu sais, de accumuler de l'argent pour accumuler de l'argent, puis accumuler de l'argent parce qu'il n'y a pas nécessairement d'objectif aussi. Je pense que c'est important d'avoir un objectif, de dire, regarde, je vais accumuler tel montant d'argent, pourquoi? Exact. C'est quoi parce que dans le fond, l'argent, c'est juste un levier. Oui, ben c'est ça. Fait que si tu fais juste accumuler de l'argent pour accumuler de l'argent, ben c'est ça que tu te sentiras pas plein, tu te sentiras pas satisfait. C'est pour ça que toutes les personnes qui font mes programmes de coaching, mes programmes de formation, premier exercice que 100% des gens font. Depuis 15 ans, toutes les personnes qui ont travaillé dans mes équipes, puis les 6 dernières années, toutes les personnes qui ont fait mon programme, ils remplissent toute une petite feuille, 9 questions, l'outil d'introspection et vision. Puis entre autres, ben là-dedans, c'est quoi ta raison d'être, ta mission personnelle? Fait que c'est quoi qui est important pour toi? C'est quoi tes objectifs cette année? Puis c'est quoi tes 5 grands rêves? 5 grands rêves? Tes 5 grands rêves. Fait que dans le fond, le point, là, c'est de comprendre fondamentalement, c'est quoi qui est important pour toi? C'est quoi qui est important depuis, tu sais, ta raison d'être? Là, ben oui. Depuis que tu es jeune jusqu'à maintenant. Fondamentalement, c'est quoi qui est important pour toi? Ouais. Tes objectifs cette année, ben, présentement, cette année, c'est quoi ton focus cette année? Yeah. Puis tes 5 grands rêves, ben, c'est comme d'ici la fin de ta vie, c'est quoi les 5 choses les plus importantes que tu veux accomplir? Ben oui. Ben, une fois que tu as conscientisé, OK, ben, c'est quoi qui est important pour moi? OK, bon, ben, l'argent et ou autre chose, tes différentes ressources, ben, comment tu vas les monopoliser? Parce que tes ressources, c'est quoi? L'argent, le temps, les gens autour de toi. Oui. Ben, comment tu vas monopoliser ces ressources-là, utiliser ces ressources-là pour les investir à quelque chose qui fait vraiment du sens pour toi, qui est réellement important pour toi. Mais ça prend tellement une introspection parce que, tu sais, mettons quelqu'un qui écoute une vidéo, qui voit ça, c'est comme, je sais pas, qu'est-ce qui m'amène du bonheur, tu sais, mettons, je sais pas. Faut que tu prennes le temps de te poser la question. 100%. Ou tu testes, puis tu essaies de voir. Parce que je pense qu'il y a peut-être un pourcentage de personnes que une Rolex adore le craftsmanship et non de le voir puis de le montrer aux gens, tu sais. De la montre, puis est un fan fini de la marque, puis tu sais, de l'historique et tout ça. Je pense que, puis même chose pour les chars, la mécanique et tout ça. Mais la grande majeure partie des gens, c'est pour une question de perception. Fait que tu sais, j'ai de la misère à croire qu'un paiement de char va t'amener un bonheur, peut-être à court terme du premier mois. Après, ça devient ton mode de déplacement. Fait que, tu sais, c'est parce que je parle du paiement de char parce que c'est, je pense, la deuxième plus grosse dépense qu'on a. Dans une vie, la plus grosse dépense, c'est une maison ou ton mobilier, ton immobilier, right? Fait que, c'est encore une fois, introspection. Le temps avance, excuse-moi, Simon. Je vais te proposer quelque chose à la fin, je pense que tu vas pouvoir apprécier. Ton livre. Oui. Est-ce qu'il y a des sujets qu'on n'a pas discutés aujourd'hui qu'on peut retrouver dans ton livre? Ben, dans le fond, mon livre, je partage un petit peu ma philosophie du leadership. Dans le fond, Epic Leadership, c'est le nom de ma philosophie. Dans le fond, au départ, mon programme de développement du leadership, la méthode LEAD, c'est un programme de 10 semaines. Mais moi, ce que je voulais pouvoir offrir les outils qui ont le plus d'impact positif que j'offre aux entreprises et aux leaders. Je voulais juste pouvoir l'offrir au plus grand nombre de gens possible. Donc, c'est pour ça que je l'ai amené dans mon livre. Cool. Et aussi, c'est toutes les différentes histoires de comment je suis arrivé à créer justement cette philosophie du leadership, ce programme de développement du leadership. Puis dans le fond, EPIC, c'est un acronyme. Fait que EPIC, c'est un acronyme. E, c'est pour équipe. OK. Dans le fond, on veut créer une culture d'équipe positive et performante. Mais dans le fond, l'équipe, c'est d'abord et avant tout la somme de chacun des individus. C'est pour ça que P, c'est pour partenaire. Okay. Comment aller chercher la pleine motivation et engagement de chacun des membres de l'équipe, de chacun des partenaires. Mais avant aspirer, leader les autres, d'abord, faut-il être en mesure de se leader soi-même. C'est pour ça que le I, c'est pour introspection, comme tu l'as parlé souvent. Fait que dans le module introspection, c'est là qu'on va aller chercher des outils pour mieux comprendre l'intelligence émotionnelle, son style de communication, ses émotions. Et le C, c'est pour contrôle. Mais contrôle de qui? De soi. De soi, OK. Donc, c'est tous les outils de gestion du temps pour pouvoir reprendre le contrôle de soi. De son temps.
Et donc, dans le livre, j'explique un peu comment je suis arrivé à cette philosophie-là, pourquoi il y a ces 4 blocs-là dans cet ordre-là. Fait que c'est un petit peu ma déformation d'ingénieur qui est arrivée que quand on prend ces outils-là dans cet ordre-là, c'est ça qui va nous permettre de faire des changements durables dans le bon ordre qui vont donner toutes les chances d'avoir des impacts positifs. Fait que bref, j'explique aussi ma philosophie, pourquoi je mets ça. C'est quoi le lien entre l'univers des super-héros et le leadership? Pour moi, vraiment, je suis un fan fini de films de super-héros, Marvel, DC. Et dans le fond, moi, à chaque fois que j'écoute un film de super-héros, justement, je regarde un peu c'est quoi les leçons qu'il y a derrière les films de super-héros. Parce que derrière tout film de super-héros, il y a comme 3 grandes trames de fond. OK. Premièrement, le super-héros ou la super-héroïne va toujours avoir un pouvoir, une force, un équipement spécial. Donc, Capitaine America, la super force, puis son bouclier. Leadership aussi. Iron Man, qui a l'ingéniosité et son Iron Suit. Fait que le lien avec le leadership, c'est pareil dans nos équipes. On a tous et toutes une force, un talent unique, que si on met ce talent à la contribution de l'équipe, c'est là qu'on va pouvoir aller chercher le maximum de l'équipe. Le deuxième, c'est, dans tout film de super-héros, ça va vraiment être des questions de valeur. De choisir de faire la bonne chose, même si c'est difficile, au lieu de prendre la voie facile. Fait que c'est vraiment des histoires de valeur, de résilience. Et même chose dans nos équipes, justement, que on va faire face à des adversités. Et justement, notre capacité à être résilient, à faire les bons choix au lieu de faire le choix rapide, c'est des compétences ultra importantes dans notre quotidien. Okay. Et le troisième, c'est peu importe à quel point le héros ou la super-héros est forte et puissante, ils vont toujours rencontrer un ennemi plus fort que eux individuellement. Et c'est pour ça que la morale de pratiquement tous les films de super-héros, c'est qu'ils doivent s'entourer de super-héros aux forces complémentaires. Et c'est ensemble qu'ils peuvent surmonter le défi qui menace l'humanité. C'est la même chose dans nos équipes. S'entourer d'autres leaders, d'autres membres de l'équipe avec les forces complémentaires. Et c'est comme ça qu'on peut combiner nos forces et s'entraider dans nos faiblesses. C'est super cool le lien que tu fais avec les super-héros parce qu'on le voit directement, je veux dire, autant que nos enfants ou des enfants qu'on a vu écouter ces films-là, puis nous, on les écoute. Puis on fait une petite parenthèse, je prends l'exemple de Iron Man qui est dans les films pour les gens qui connaissent l'univers, qui, je trouve, dans ma vision, qui est une personnalité de leader visionnaire cocky. Puis t'as Captain America, qui est un leader aussi, mais plus consciencieux. Plus à l'écoute. C'est plus groundé, mettons. Puis on dirait que dans la vie de tous les jours, dans les entreprises, c'est un peu ces deux mindsets-là. Peut-être un leader, par exemple, classique en vente, va être comme un Tony Stark, là, Iron Man. Puis un leader peut-être plus classique, plus groundé, avec plus d'expérience, va être personnalité-wise plus comme un Captain America. Fait que je trouve que c'est tellement le fun de faire ce pont-là. Simon, je t'amène la dernière question du podcast. Souvent, j'en ai 2 que je pose à mes invités, mais c'est la vision du succès. On en a parlé quand même à travers le podcast sous différents termes. Fait que la dernière question que je vais te poser, si tu pouvais parler à un Simon de 25 ans en ce moment même, qu'est-ce que tu lui dirais et conseillerais? Vraiment, si je pouvais parler à un Simon de 25 ans aujourd'hui, on s'entend, là, Simon de 25 ans, là, jamais il aurait pensé que son nom, un jour, serait à côté du mot « leadership ». Il se voyait pas comme un leader. Là. Il se voyait comme quelqu'un qui avait de la difficulté à gérer sa propre anxiété, à se gérer soi-même. Fait que c'est pour ça que je lui dirais le chemin que tu as commencé à marcher, le chemin que tu as commencé à marcher, de l'introspection, d'apprendre à te connaître, d'apprendre à gérer tes émotions. Présentement, tu es en train de marcher sur le bon chemin. Wow. Je sais que présentement, tu as des moments difficiles. Je sais que présentement, tu as des moments de doute. Mais fais-moi confiance. Tu marches sur le bon chemin. Continue d'apprendre à te connaître. Continue de faire du travail sur toi. Plus tu travailles sur toi, plus ça a un impact positif sur toi, mais aussi que ça irradie autour de toi. Que ce soit le changement que tu veux voir dans le monde, puis tu marches sur ce chemin-là présentement. Wow! Tabarouette, c'est émotionnel. Puis si je pose la question parce que notre audience, c'est du 25-35 ans. Fait que les jeunes qui écoutent vont se sentir interpellés par ça. T'sais, autant que comme si tu parlais à toi-même, le jeune de 25 va 25-26
vingtaine, whatever, va savoir quoi faire, tu sais, du moins, puis continuer sur le chemin, parce que je pense pas qu'il y a des regrets. On vit des expériences, surtout dans notre vingtaine. Tu fais du testing, tu sors de ta zone de confort, puis c'est normal de vivre ça, puis après, tu affines peut-être ta vision de comment tu veux mener ta vie. Là. 100%. Puis tu sais, justement, moi, j'ai étudié en génie mécanique. Mais tout le long de mon bac en génie mécanique, je me disais comme, oh my God, je vais être le pire ingénieur. OK. Tu sais, je ne trippe pas génie mécanique. Non, ouais. Fait que je suis là comme, oh my God, qu'est-ce que je vais faire après tout le restant de ma vie? Mais je suis allé jusqu'au bout. Ouais. J'ai fait ça. Puis même si aujourd'hui, je n'ai pas une carrière d'ingénieur mécanique, mais grâce au fait que j'ai vécu cette expérience-là, grâce aux choses que j'ai appris là, Ouais. ben, ça m'a servi dans ma carrière après, que ma carrière, je l'ai dessinée, je l'ai créée, mais grâce à cette expérience-là, grâce à ces apprentissages-là. Donc vraiment, d'expérimenter, d'essayer, puis vraiment là, de se laisser guider davantage par ce que je veux, moi, me poser la question, qu'est-ce que moi je veux essayer, au lieu de me laisser davantage influencer parce que les autres veulent, ce que les autres disent, ce que la société miroite, de s'écouter davantage et de marcher ce chemin-là. Puis quand on marche ce chemin-là qui est aligné avec ce qu'on veut vraiment, même si on ne sait pas où c'est que ça mène, c'est beau en tabarnouche. C'est beau en tabarnouche. Là. Eh ben, t'as quel âge pour l'audience? 43 ans. 40. Tu fais pas ton âge. Pour vrai, je t'aurais donné 10 ans de moins. Bon, physiquement, là, parce que t'es en shape, mais je veux dire, personnalité-wise, niveau ouverture aussi. Je trouve qu'il y a des gens qui ont une ouverture puis qui ont un franc-parler, paraît plus jeune. Ben, c'est gentil. Puis tu sais quoi mon truc, Osé? C'est quoi? Le Botox? Dans ma tête, tous les jours, je me dis que j'ai 25 ans. Nice. OK. Puis c'est même pas une joke. Dans ma tête, j'ai 25 ans. Ouais. Et ça, ben, ça me garde actif, jeune d'esprit, jeune de corps. 100%. Et mon corps, ben, il s'aligne après, là. C'est incroyable. J'adore ça. Simon, je propose toujours à mes invités de faire un part 2 dans un an. Okay. Donc, une relance. Je fais toujours ça à chaque année parce que je trouve que c'est une belle relation qu'on crée en ce moment. Puis c'est du bon contenu. Puis après, on va parler évidemment de est-ce que des sujets qu'on a parlé, peut-être des nouveautés aussi, évidemment, dans un an. Donc, tu es toujours le bienvenu au studio. Merci de l'invitation. Merci à toi. Merci pour ton temps. Ça fait plaisir. Merci. You don't always get to choose in this life, win and lose in this life, but I'ma prove in this life we can move in this life.